Que se passe-t-il lorsqu'une génération entière refuse le destin qu'on lui écrit? Quand tout paraît figé, une nation peut-elle vraiment s'arracher à la fatalité et prendre en main son avenir? En Ouganda, le 20 janvier 2026, l'impossible devient réalité. Face à une foule en transe, un homme de 44 ans, connu sous le nom de Bobi Wine, prête serment comme président. Ce n'est ni le fruit d'un putsch nocturne, ni d'un compromis obscur entre élites. C'est le verdict limpide des urnes, le résultat d'un processus électoral inédit dans l'histoire contemporaine du pays. Après 4 décennies de pouvoir sans partage, le règne de Yoweri Museveni s'effondre. Longtemps, ce vieux lion a régné d'une main de fer, muselant toute opposition, verrouillant chaque élection. S'opposer relevait du sacrifice, rêver d'alternance semblait insensé. Renverser ce système? Aussi absurde que de vouloir déplacer une montagne à main nue. Pour beaucoup de citoyens, l'idée même de changement relevait du conte pour enfants. Pourtant, l'incroyable se produit. L'Ouganda bascule, non dans le chaos, mais dans une rupture pacifique et inédite. Ce séisme porte le visage d'un musicien issu des quartiers pauvres de Kamwokya, devenu la voix d'une jeunesse lasse des promesses trahies. Bobi Wine, non scandé dans les stades et partagé en ligne, incarne la colère, l'audace et l'espoir d'une génération qui refuse l'exil ou la résignation. Son histoire rappelle celle de Lech Walesa en Pologne ou de Václav Havel en Tchécoslovaquie. Des outsiders, venus du peuple, porteurs d'une révolution inattendue. Ici, il ne s'agit pas seulement d'un changement de dirigeant. C'est l'espérance d'un peuple qui renaît, la preuve qu'une démocratie peut revivre là où on la croyait morte, la démonstration que le changement pacifique est possible sur le continent africain. Est-ce le début d'une ère nouvelle, ou une fragile parenthèse, menacée à chaque instant? Les regards du monde entier convergent vers Kampala, là où le pouvoir populaire vient d'abattre une dictature de 40 ans. Ce moment rappelle la chute du mur de Berlin en 1989. Une transition dont personne n'osait rêver la veille, mais qui bouleverse soudain tout l'ordre établi. Pour comprendre la portée de ce bouleversement, il faut d'abord revenir sur la nature du régime que Bobi Wine vient de faire tomber. Avant de saisir l'ampleur de cet événement, plongeons dans l'histoire de la dictature qui s'est effondrée. Qui était Museveni et comment tenait-il le pays en laisse? L'Ouganda sous Museveni n'était pas qu'une dictature. C'était une forteresse de contrôle absolu, où chaque pièce de l'État servait la survie d'un seul homme. C'est un système qui évoque les régimes d'autres pays africains. Paul Biya au Cameroun, Teodoro Obiang en Guinée équatoriale, ou encore Idriss Déby au Tchad. Tous ont bâti des architectures de pouvoir semblables, où l'État devient la propriété d'un clan. Quand Yoweri Museveni prend le pouvoir en 1986, il se présente en sauveur. Il met fin à des années de chaos, restaure un semblant d'ordre, relance l'économie et séduit les capitales occidentales. Pour beaucoup, c'est le souffle d'un renouveau. Les diplomates européens et américains louent sa modernité, le présentent comme le visage d'une Afrique nouvelle, tournée vers la paix et la croissance. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale multiplient alors les investissements, croyant à la promesse de stabilité. Mais derrière les promesses, Museveni tisse patiemment une toile inextricable. En 2005, il fait sauter la limite des mandats présidentiels. En 2017, il supprime l'âge limite pour se présenter. La Constitution devient l'armure de son éternité au pouvoir. Ce sont des amendements votés à main levée dans un Parlement cerné par les forces armées, sous la menace à peine voilée de la violence. L'histoire se répète. En Russie, Vladimir Poutine s'offre la possibilité de gouverner jusqu'en 2036, en modifiant la Constitution. Les autocrates partagent souvent la même obsession, verrouiller le temps. Aucune institution n'en réchappe. L'armée, la police, la justice, le Parlement, tous s'alignent sur ses ordres. Les médias indépendants sont muselés, la société civile surveillée, l'opposition traquée. Arrestations arbitraires, disparitions, intimidations. La peur circule partout, étouffant toute contestation. Ce climat rappelle l'Argentine sous la junte militaire ou la Birmanie sous les généraux.
La vie politique se réduit à une scène vide, où seuls les applaudissements autorisés résonnent. Les élections ne sont plus que théâtre, urnes bourrées, coupures d'Internet, menaces sur les agents de l'opposition. Tout est orchestré pour garantir la victoire du régime et décourager les plus téméraires. Défier le système, c'est risquer sa liberté, parfois sa vie. On se souvient des images de manifestants dispersés à balles réelles ou de leaders politiques enlevés en plein jour. Les ONG internationales publient régulièrement des rapports accablants, mais le régime s'en moque, sûr de son impunité. Dans cet engrenage impitoyable, chaque geste de résistance devient un acte de bravoure. En Ouganda, une voix dissidente peut être brisée à tout instant. C'est le sort de Kizza Besigye, opposant historique, souvent arrêté, battu, assigné à résidence, et finalement rendu inoffensif par la lassitude et la peur. Les exemples ne manquent pas. En Éthiopie, l'opposition subit le même sort. En Égypte, les frères musulmans paient le prix de leur contestation. Alors, comment un simple musicien, issu des rues pauvres, a-t-il pu défier ce colosse? Pour comprendre ce défi, il faut revenir à la naissance d'une voix, d'un mouvement. L'histoire de Bobi Wine commence bien loin des salons du pouvoir. Comme Nelson Mandela, qui forgea sa détermination dans les townships de Johannesburg, Bobi Wine façonne sa révolte dans les ruelles poussiéreuses de Kamwokya, au nord de Kampala. Quand un hymne de révolte devient le cri d'un peuple, c'est que le pouvoir vacille. L'histoire de Bobi Wine débute dans la poussière de Kampala, loin des dorures du régime. Chanteur adulé, il transforme chaque chanson en arme, dénonçant l'injustice et réveillant une jeunesse lassée de baisser la tête. Ses paroles deviennent des slogans. Ses clips circulent clandestinement de téléphone en téléphone, échappant à la censure officielle. Très vite, ses refrains s'imposent comme des manifestes. Ils portent la colère, l'espoir et l'appel à refuser l'inacceptable. À chaque concert, la foule grossit. À chaque refrain, les rangs du pouvoir tremblent un peu plus. On pense à la musique engagée de Fela Kuti au Nigeria, qui dénonçait la corruption et galvanisait les foules. La culture devient alors l'arme des sans-voix. Lorsque Bobi Wine se lance dans la bataille électorale en 2017, personne n'imagine qu'il puisse menacer l'ordre établi. Le Parlement, verrouillé depuis des décennies, le méprise, le traite de « chanteur de rue ». Pourtant, contre toute attente, il emporte le siège. Le régime réalise trop tard qu'il vient de permettre à l'orage d'entrer dans l'arène. Ce moment rappelle l'entrée de Beppe Grillo en politique en Italie ou celle de Volodymyr Zelensky en Ukraine. Des outsiders portés par la volonté populaire d'en finir avec la vieille garde. Dans un pays où plus de 70% de la population n'a pas atteint la trentaine, la jeunesse se reconnaît en lui. Bobi Wine incarne la possibilité d'écrire une histoire nouvelle, de rompre avec l'emprise d'une élite vieillissante. Les jeunes voient en lui le reflet de leur lutte, chômage, précarité, manque de perspective, exclusion des sphères de décision. Il donne un nom, un visage, un rythme à leur frustration. Le mouvement People Power s'organise autrement. Il refuse les schémas politiques traditionnels, rejette la cooptation. Décentralisé, il utilise WhatsApp, Twitter, Facebook pour échapper à la surveillance, rendant le militantisme digital rapide, imprévisible. Ce type de mobilisation rappelle la révolution tunisienne de 2010, où les réseaux sociaux ont permis de coordonner les manifestations et de contourner la censure. Les mèmes, les hashtags, les vidéos virales deviennent des armes redoutables contre la propagande d'État. Face à cette vague, le régime s'arc-boute. Arrestations arbitraires, passages à tabac, assassinats ciblés, chaque acte de violence est filmé, relayé, amplifié. Loin d'étouffer la contestation, la répression nourrit la rage. Chaque matraque, chaque balle, chaque visage tuméfié attire de nouveaux militants. On pense au printemps arabe, où la brutalité policière a souvent servi de catalyseur à la colère populaire, multipliant les rangs des manifestants. La diaspora, elle, s'organise à Londres, Atlanta, Bruxelles. Elle manifeste devant les ambassades, interpelle les